Aujourd'hui, dans les non-dits, nous recevons un jeune homme de 18 ans, Eddy Gougit. À 17 ans, il s'engage en politique. Le jour de sa majorité, son nom explose dans les médias. Je suis moi-même allé auprès de la gendarmerie. On n'est pas venu m'arrêter dans la rue, Mais aujourd'hui, il n'y a aucun préjudice financier fixe que la justice a mis en avant. Bonjour Eddy, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Christian, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Je suis ravi de pouvoir être là et de pouvoir répondre à vos questions. Alors déjà, pour répondre à la première question que vous m'avez posée, en effet, j'ai 18 ans, bientôt 19, le 18 février prochain, à vrai dire. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis engagé dans le milieu associatif et dans le milieu politique. Et l'une de mes priorités aujourd'hui, et elle l'était d'ailleurs avant lors de mon engagement associatif, c'est la question de la sécurité, qui est pour moi aujourd'hui un enjeu primordial, et d'autant plus à Toulon. Vous vous engagez au municipal ? En effet, oui, je suis candidat aux élections municipales de Toulon en 2026, sous l'étiquette Cap sur Toulon. C'est donc un mouvement politique qui a été créé il y a maintenant 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et ça fait 2 ans et demi aujourd'hui qu'on travaille avec plus de 350 adhérents, avec plus de 20 collaborateurs, dans un projet clair, un projet sûr, mais surtout un projet pour Toulon qui a été créé par les Toulonnais et les Toulonnaises. Vous êtes né à Toulon ? En effet. Alors, plus précisément, je suis né à la Seine-sur-Mer, parce qu'en 2007, il n'y avait pas encore d'hôpital, de maternité en tout cas à Toulon. Mais je suis resté 20 minutes à la Seine-sur-Mer, puis ensuite je suis directement arrivé à Toulon, quoi. Donc vous habitez à Toulon aujourd'hui ? J'habite à Toulon. J'ai étudié à Toulon depuis 18 ans, bientôt 19. D'accord. J'ai fait toute ma vie à Toulon et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours, je l'espère. Et pourquoi avoir choisi de vivre à Toulon ? Dans une période où tous les jeunes ont tendance à partir ? Alors, je vous avoue que la question s'est posée à un moment donné. Je me suis dit, oui, pourquoi pas aller dans une ville un petit peu plus grande, une ville, pourquoi pas un petit peu plus, ce qu'on appelle une ville un petit peu plus étudiante. Et puis, j'ai commencé à m'engager et comprendre en fait que ma ville, elle est déjà très grande. Toulon, c'est la 10e plus grande ville de France. En grandissant et en comprenant, j'ai aussi compris qu'en fait, factuellement, la ville de Toulon est une ville étudiante avec plusieurs possibilités d'études supérieures. Je pense à la fac de droit, je pense à la fac de lettres, je pense à la fac de sciences, la fac d'informatique. Enfin, il y a une business school, on a les beaux-arts, enfin, on a énormément de choses à Toulon. Et donc, avec le temps, j'ai compris que, factuellement, partir de Toulon, ce serait quitter le bonheur absolu et puis, j'ai envie de dire, le monde des merveilles. Quel est votre lien intime, justement, personnel, avec Toulon ? Vous savez, Toulon... la ville de Toulon, mais les Toulonnais et les Toulonnaises m'ont vu grandir. Et puis encore récemment, ils m'ont vu tomber. Ils m'ont vu remonter. Les Toulonnais et les Toulonnaises m'ont vu gambader sur le marché de Toulon. Je pense notamment à la 4-2-DD en bas du marché de Toulon que j'allais voir tous les samedis matins avec ma grand-mère pour aller récupérer la fameuse 4 toulonnaise. Mais je pense aussi au grand centre commercial Mayol ou même au stade Mayol qui m'a vu grandir, que j'ai vu aussi grandir. Mais je pense aussi à toutes ces institutions, au Café Maurice, qui est une institution toulonnaise. Pourquoi avoir choisi de vivre à Toulon ? Qu'est-ce qui vous y a retenu ? J'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas vivre à Toulon ? Non, mais plus sérieusement, très honnêtement, j'ai pensé à un moment donné à vivre en dehors de Toulon. Et puis, en plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs métiers très jeunes. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans et demi, 16 ans déjà. Dès que j'ai pu commencer à bosser, je l'ai fait. Et donc, j'ai pu découvrir du pays, je suis allé découvrir de nouvelles régions, de nouveaux départements, même d'autres pays, notamment, je pense à l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, la Suède. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Europe. Et donc, j'ai vraiment pu découvrir d'autres horizons. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais peut-être quitter Toulon, en fait. Parce que bon, Toulon, c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose, etc. Et puis, avec le temps, mais aussi, je pense, avec la maturité, j'ai compris que, en fait, ce que je reprochais à Toulon, Toulon l'a déjà. Je reprochais le fait qu'à Toulon, il n'y ait pas assez d'étudiants, il n'y ait pas assez de jeunes, il n'y ait pas d'attractivité. Alors oui, il n'y a pas d'attractivité, mais ça, c'est à cause de la politique de la municipalité en place, très clairement, qui n'agit pas, surtout depuis que Madame Massier est en place, on dirait qu'elle en a rien à faire de Toulon et des commerces. Mais Toulon, c'est la place de l'équerre.
avec ses nombreux bars qui font la fête tous les soirs. Mais Toulon, c'est aussi la cité étudiante à côté de la Porte d'Italie. Hein, au-dessus de Mayol, avec la fac de lettres, la fac de droit, la fac de sciences, avec un institut d'informatique. Je pense aussi à la business school, aux Beaux-Arts, qui est au niveau du quartier Chalucé. Donc Toulon, c'est vivant en termes de jeunesse et en termes d'études. Malheureusement, la municipalité en place, qui est pour moi incompétente, très clairement, ne permet pas à ce que les étudiants et ce que les jeunes soient totalement épanouis. Et donc c'est pour tout ça que je me suis dit à un moment donné, non mais tu peux pas quitter Toulon. Et puis attendez, Toulon, faut pas oublier que Toulon quand même c'est 1,8 km entre mer et montagne. Toulon, c'est quand même aujourd'hui plus de 200 000 habitants, hein, qui se connaissent tous, autant qu'ils sont. Parce que Toulon, c'est une grande ville, oui, mais c'est surtout un petit village. Parce qu'à Toulon, on a nos traditions. Vous savez, moi, je me suis dit, si je pars de Toulon, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir manger la 4 de Dédé que j'ai mangé tant de fois avec ma grand-mère sur le marché de Toulon? Comment est-ce que je vais faire pour retrouver les chichis frégis? Eh ben, à part à Toulon, on n'a pas ça. Hein. Et puis, je vous avoue que j'ai essayé de goûter ce qu'ils appellent la CAD à Nice, et c'est vraiment dégueu. Donc, justement, quel est votre lien intime avec Toulon? Mon lien intime... Vous savez... La ville de Toulon. Même si on y tourne autour, là. Bien sûr. Mais la ville de Toulon, et quand je dis la ville de Toulon, je parle pas de l'institution, je parle vraiment de la ville en elle-même. Les Toulonnais et les Toulonnaises m'ont vu grandir. Le stade Mayol m'a vu grandir. Il m'a vu commencer à crier avec une voix très aiguë et puis à monter avec une voix de plus en plus grave. Arrivé, j'étais un petit minot d'un an, je faisais je faisais même pas 30 cm, et puis de jour en jour, aujourd'hui, je suis arrivé à 1m80, vous imaginez le truc. Mais je pense aussi, pareil, à la 4 de Dédé, la fameuse 4 de Dédé qui me voyait avec ma grand-mère. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, à chaque fois, pour que je puisse avoir la CAD, ma grand-mère me la prenait sans problème. Mais donc Dédé, la personne qui vend la CAD, qui s'appelle pas Dédé mais qu'on appelle tous Dédé, me disait, si tu veux de la CAD, si tu veux que je te rajoute de la cannelle, parce que moi j'adorais rajouter de la cannelle sur la CAD, tu es obligé de faire une chose. Je lui disais, quoi? Elle me dit, tu dois porter les courses de mamie. Et alors vous savez quoi? Pour avoir cette petite CAD avec la cannelle, j'allais de chez Dédé jusqu'à Mayol, et on faisait donc l'aller-retour, et je portais les courses de mamie, et ça à 4-5 ans, hein, vraiment, j'étais encore tout jeune. Bon, j'avais le petit sac avec 2 carottes à l'intérieur, mais je faisais l'effort, et j'étais content d'avoir ma CAD, et puis après, alors par contre, on restait 20 minutes assis sur le port pour manger la CAD, hein, parce que là, j'étais bien content. Mais Toulon, c'est tout ça, en fait. Tout le lien que j'ai avec Toulon, c'est l'amour pour sa culture, pour son patrimoine, pour sa gastronomie. En fait, c'est le lien qu'il y a entre Toulon et moi, c'est juste Toulon, tout simplement. C'était quoi le paysage de votre enfance? Vous avez grandi dans quel environnement? Alors moi, j'ai grandi dans un environnement assez aimant, faut dire ce qui est. Voilà, j'ai eu une famille qui a été là pour moi, clairement. Moi, j'ai eu, comme je vous ai beaucoup parlé de ma grand-mère, parce que j'ai vécu peut-être... il me semble jusqu'à partir de mes 5 ans, j'ai vécu chez ma grand-mère. Par choix, pour le coup. Mes parents ont voulu en plus que je vienne chez eux, mais moi je voulais pas, je voulais vivre chez ma grand-mère. Et j'aime énormément ma grand-mère, je la considère comme ma deuxième maman, pour le coup. Elle a beaucoup été là pour moi, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, j'ai pu vraiment... J'ai créé un lien avec cette femme qui aujourd'hui est un lien... vous savez, moi, quand je vois ma grand-mère, c'est des papillons que j'ai dans le ventre, quoi. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs, oui. J'ai 2 sœurs, 2 petites sœurs et un petit demi-frère. D'accord. Et comment était le petit Eddy? Vous étiez plutôt du genre réservé, aventurier, rebelle, chieur? Tout sauf réservé. D'accord. Chieur, oui, j'étais très chiant. Ça, je le sais. Et je le suis toujours. Réservé, non, parce que je pense que j'ai toujours eu cette aisance à aller discuter, rencontrer, parler. Vous savez, moi, j'ai fait 2 écoles primaires différentes. Et très rapidement, je suis devenu l'ami de tout le monde et puis même le délégué. Et ça, c'était en primaire. Je vous explique pas au collège et au lycée.
J'ai pu vraiment, pour le coup, vivre une enfance assez sympathique, même si j'ai vécu le divorce de mes parents, qui a été quand même assez dur à vivre pour moi. Et je suis quelqu'un de quand même assez réservé sur cette question-là. Sur ma vie privée à moi, je suis très réservé. Vous savez, je garde beaucoup les choses pour moi. C'est d'ailleurs la première fois que je parle de divorce de mes parents à un média. Et donc, c'est quand même... c'est vraiment la toute première fois, pour le coup. Hein, j'en parle jamais. Et quand on me pose la question, je demande est-ce que la question n'y soit pas. Mais voilà, ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi, le divorce de mes parents. Et ça a été donc un moment de ma vie où je me suis senti un petit peu mal pendant quelques mois. À quel âge? J'étais en 6e, donc j'avais 11 ans, 12 ans. Ouais, c'est ça, 11 ans, 12 ans. Et puis je me souviens, moi, si vous voulez, j'étais au collège, et je rentre du collège, et puis j'apprends que papa et maman vont divorcer. Voilà, quand on est en 6e, on est un grand garçon, mais... Ça secoue. C'est ça, c'est compliqué. Et puis moi, le premier réflexe que j'ai, je vais chez papy mamie, quoi. Donc c'était un peu mon cocon à moi aussi là-bas. J'avais la possibilité de me retrouver moi-même en fait finalement. Donc voilà. Mais pour répondre à votre question, non, j'étais pas réservé, j'étais chiant, ça c'est vrai. Et j'étais très aventurier. Du genre, moi j'habitais, vous connaissez la Florade un petit peu? Non, je trouve pas. Alors moi j'habite entre la Florade et la Beaucaire. Enfin, j'habitais, plus maintenant. Donc, on avait une maison là-bas. Donc, on n'habitait pas dans les quartiers, on habitait vraiment dans la résidence à côté. Mais donc, j'habitais dans une maison et derrière la maison, il y avait une forêt. Et des fois, quand je m'ennuie un petit peu, premier réflexe, je prenais le chien. J'avais un chien qui s'appelait Magnum. Je prenais le chien, j'allais dans la forêt, on allait faire n'importe quoi. Et on s'amusait très, très bien. Est-ce que vous avez des passions? J'ai des passions, oui. Oui, j'ai des passions. Ma passion, c'est Toulon. Non, c'est très politicien là ce que je viens de dire. Là, non, plus sérieusement, ma passion. Musique, fête, alors, sport. Bien sûr, faire la fête, vous rigolez quoi? Attendez, j'ai bientôt 19 ans, je suis un très gros fêtard. Non, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup faire la fête. J'aime beaucoup faire la fête avec les amis. En fait, style, club? Non, pas pub. trop. Pas trop club. Pub, oui. Club, pas trop. Moi, je suis plus soirée à la maison entre amis. Vous savez. Alors il peut y avoir plein d'amis, hein, c'est pas un problème, mais boîte de nuit c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Et puis à Toulon, j'ai déjà testé, j'ai le droit de dire le nom des boîtes ou pas? Faites comme vous voulez. Ouais, ça fera de la pub. Je précise, il n'y a aucune collaboration commerciale. Je n'y ai pas le droit de toute façon, étant candidat. J'ai déjà fait le Nao, j'ai fait le 809 aussi, et le Prosper. De toute façon, c'est les seules boîtes qu'il y a à Toulon. C'est les seules boîtes qu'il y Je a. les ai toutes dit. Mais il me semble que de toute façon, l'Arcom, si on dit 3 marques, c'est OK. OK, donc ça va alors. Non, mais ouais, j'ai fait ces 3-là, ça m'a pas plu. Par contre, c'est vrai que oui, soirée entre amis. Et puis j'ai la chance d'avoir des amis qui, pour la plupart, ont des maisons et tout. Donc on peut faire des belles soirées. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est Netflix and chill, quoi. Rester à la maison, regarder un film, manger des pop-corn. J'adore manger des pop-corn. Très jeune, vers 11 ans, vous avez lancé une chaîne YouTube. Putain. Pardon. Vous êtes allé jusque-là. La honte. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à cet âge-là, de prendre la parole et d'essayer de créer une communauté? Parce que vos discours étaient un peu là-dessus, quand même. Vous avez vu les vidéos? Ah, bien sûr, j'ai tout vu, moi. C'est horrible, j'ai honte. Regardez, même avec la petite sœur ou une jeune fille à côté. Oui. Ouais. Il y a eu mes 2 petites sœurs, même, il me semble. En fait, j'ai toujours aimé prendre la parole. J'ai toujours aimé parler. Ça se voit? Ouais, je parle beaucoup, faut m'arrêter. Non, mais j'aime beaucoup l'éloquence aussi. Je l'ai pas dit pour le coup, mais j'aime bien participer à des concours d'éloquence. Je le fais assez souvent. D'ailleurs, j'en ai gagné un il y a pas longtemps. Mais vous voyez, je pense que j'avais envie de pouvoir faire quelque chose. Et puis bon, vous savez, quand j'avais 11 ans, 12 ans, c'était vraiment l'époque YouTube, quoi. Le YouTube, c'était ultra à la mode. Il y avait Squeezie, il y avait Norman et compagnie. C'était vraiment à la mode. Et donc, pour le coup, je pense que j'avais envie de faire comme eux. Et puis, je fais ça, mais je crois que j'ai fait 4-5 vidéos et j'arrive pas à les faire supprimer. Mais attendez que j'arrive à trouver un contact chez YouTube. D'ailleurs, si n'importe qui connaît quelqu'un chez YouTube, je veux bien le contact, s'il vous plaît. Parce que vraiment, c'est honteux. Mais non. Un petit peu quand même, attendez. Vous avez vu c'est tout jeune.
Ouais, j'étais vraiment gamin à ce moment-là. Et le cursus scolaire, ça a été Alors, mon cursus scolaire, il est assez simple. Alors, pas là maintenant à l'instant T. Ouais. Alors, pas là maintenant à l'instant T, parce que vous savez ce qui s'est passé. On va sûrement en discuter d'ailleurs. Oui, peut-être. Et donc, pour le coup, malheureusement, je n'ai pas pu reprendre un cursus directement, les rentrées scolaires étant déjà passées depuis un certain temps. Mais par contre, à la prochaine rentrée, en effet, je reprends un cursus scolaire. Cependant, là, je suis en formation. J'ai une formation que j'ai décidé de prendre parce que j'aime beaucoup la communication marketing, et donc j'ai décidé de me lancer dans une formation en communication marketing, communication digitale, pardon. Hors politique, est-ce que vous avez été engagé dans des causes associatives? Oui, collectifs? Alors j'ai eu beaucoup d'engagements associatifs et d'engagements étudiants aussi, d'engagements collégiens et lycéens. Moi, j'ai été au collège, j'étais très très engagé. J'ai été au conseil de vie collégienne, le CVC. Donc le conseil de vie collégienne, en fait, c'est une instance dans l'enceinte de l'établissement qui regroupe des jeunes engagés de l'établissement scolaire et qui veulent mener des actions dans le cadre du bien commun. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion d'en être l'un des responsables à l'époque, donc à partir de la 5e pour le coup. En 6e, je n'étais que bénévole. Et donc on a pu mener énormément de projets. Je pense notamment à un projet, on a réalisé une affiche sur la question de la laïcité, et on a eu l'honneur de pouvoir accueillir l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On a eu aussi des projets sur la question de la sécurité routière. On a travaillé aussi sur la question de lutte contre les violences faites aux femmes. On a travaillé sur la question de l'interdiction du téléphone dans l'enceinte de l'établissement. On a travaillé sur plein de questions, en fait. On a vraiment beaucoup bossé. Mais c'est aussi une instance qui s'occupe, par exemple, de faire tout ce qui est en lien avec les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, etc. Donc, pour le coup, on avait vraiment beaucoup de missions, et j'ai eu donc l'occasion d'en être l'un des responsables et l'un des membres, ce qu'on appelle les membres noyaux. Et donc, j'ai eu donc cet engagement-là. Et très rapidement, j'ai commencé à me lancer dans un engagement associatif autre. Je pense notamment à la création d'une association qui s'appelle le groupe engagé Nous on dit stop. Donc le groupe engagé Nous on dit stop, c'était un collectif de jeunes qui étaient réunis autour de ce qu'on appelle le RNJA, le réseau national des juniors associations, qui est donc rattaché à la Ligue de l'enseignement, ce que nous on appelle dans le Var la FOL, Fédération des œuvres laïques du Var. Donc j'ai eu l'occasion de m'engager chez eux pendant quelques mois, si ce n'est pas quelques années, en créant donc le groupe engagé Nous on dit stop. Et là, nous on luttait contre la discrimination. Je pense notamment à la discrimination raciale et sexiste. Et puis aussi sur la question de l'homophobie. On a notamment réalisé plusieurs affiches pour lutter contre l'homophobie. Je dis bien contre l'homophobie et pas contre la LGBT-phobie, qui est une idéologie wokiste que je ne soutiens en aucun cas. Par la suite, j'ai pu aussi travailler au sein du groupe du collectif Jeunesse Engagée de France, donc le CJEF. Le CJEF donc, était un collectif de jeunes engagés sur la question du service national universel, le SNU. Donc j'ai pu beaucoup travailler là-dessus. J'ai moi-même été volontaire du service national universel. Et puis, j'ai fait une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. En l'occurrence, j'ai rejoint Macron. J'ai rejoint les jeunes avec Macron et j'ai cru en même temps du président de la République. Mais bon, j'ai envie de vous dire, moi, le en même temps, aujourd'hui, c'était en même temps, soit je vous donne 0 €, soit je vous donne 1 centime. Il peut se les garder, les 1 centime. Et en l'occurrence, j'ai décidé de quitter par la suite Emmanuel Macron. Et donc, j'ai rejoint le Rassemblement national. Et donc là, j'ai eu plusieurs temps d'engagement. J'ai notamment participé aux élections, à la campagne des élections européennes dans le Var, à la campagne des législatives à Toulon. Et puis ensuite, j'ai quitté le Rassemblement national pour créer mon propre parti, en l'occurrence Cap sur Toulon. Actuellement, votre activité, c'est la politique ? Aujourd'hui, mon activité, c'est la politique, en effet. Okay. Ça me prend pas mal de temps quand même, déjà. Donc, j'ai décidé pour l'instant de m'y remettre à 100%. Et puis, on verra après les élections municipales ce qu'il en est. Est-ce que les Toulonnais continuent à nous apporter leur confiance, et est-ce qu'ils nous éliront au poste de maire ou conseiller municipal de l'opposition, peu importe. L'objectif, vous savez, moi je le dis souvent, c'est pas le quoi.
Mmh. Hein. C'est pas quand je dis le quoi, c'est pas c'est pas quel poste je vais avoir et qui va avoir ce poste. Ça, on en a un peu rien à faire. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir agir? Et surtout, quelles sont les mesures qu'on va mettre en place? Et aujourd'hui, moi, c'est toute la question que j'ai. Si on revenait vers vos 14, 15 ans, 16 ans, quel a été pour vous le moment déclencheur de votre engagement politique? Moi, ça a été une personne, pas un moment. C'était mon CPE, qui s'appelle Jean-Louis. Alors, je dirais pas son nom, parce que je sais pas si je peux, mais il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis a été quelqu'un, pour moi, il a été là quand mes parents ont divorcé. Il était là pour moi. C'était plus qu'un CPE, honnêtement. Il m'a soutenu, il a essayé de me protéger aussi. Et alors aujourd'hui, j'ai plus de contact avec lui malheureusement, et j'en suis vraiment navré. Mais ça a été un homme qui, cet homme est incroyable. J'espère que tous les collégiens et collégiennes de France retrouvent un Jean-Louis un jour dans leur vie, parce que Jean-Louis m'a apporté tellement. Il m'a apporté l'engagement, mais il m'a aussi fait comprendre qu'en fait tout a un sens dans la vie, et qu'il faut jamais baisser les bras. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à lui. Vraiment. À quel moment cela s'est imposé comme un fil conducteur de votre vie? La politique? Ouais. En fait, je pense pas qu'il y a eu un moment précis. Ça a été plutôt avec le temps. Et puis, c'est devenu c'était... comment dire? C'est devenu normal, en fait. Voilà, de la politique... étant donné que voilà, pour le coup, je n'ai pas d'emploi parce que pour le coup, moi, bon, vous le savez, mais je travaille un petit peu en saison en tant qu'animateur. J'aime beaucoup l'animation. Mmh. Et donc, c'est vrai que le reste de l'année, quand je suis pas en saison, je fais de la politique. Là, d'ailleurs, la saison va reprendre. Je vais, après les élections municipales, tout dépend ce qui se passe. Je vais repartir en saison ou alors rester à Toulon pour pouvoir travailler. Mais ce qui est certain, c'est que, en effet, la politique, en fait, elle s'est même pas imposée. En fait, c'est naturel. C'est arrivé naturellement, le fait que la politique devienne, en fait, une partie, fasse à part entière partie de ma vie, finalement. Qu'attendez-vous d'une équipe autour de vous? Ce que j'attends d'une équipe, j'ai envie de vous dire plein de choses. Par contre, j'attends beaucoup plus de mon équipe. J'attends beaucoup plus de mon équipe, et dans le mon équipe, je m'inclus. Ce que moi, j'essaye d'apporter tous les jours, en tout cas à mon équipe, et ce que mon équipe essaye de m'apporter aussi tous les jours, c'est la sincérité, la confiance, la fidélité, mais aussi, j'ai envie de dire, le travail. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour mener un projet commun, en l'occurrence un projet politique, donc on essaye tous les jours de le faire avec ces 350 hommes et femmes qui m'accompagnent depuis maintenant plus de 2 ans. Le monde de la politique est dur. Comment encaissez-vous les trahisons, surtout des proches? C'est dur. Vous savez, dans la politique, je ne sais pas si c'est un rite ou une culture, mais pour le coup, dans la politique, la trahison existe. Et malheureusement, elle est souvent présente. Jusqu'à présent, j'ai de la chance, je pense. Je n'ai pas eu l'occasion de la vivre pleinement. Maintenant, j'ai, comme tout le monde, vécu des petites trahisons. Et pour le coup, c'est compliqué à encaisser. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut continuer, il faut avancer, il faut faire avec. Et puis, j'ai envie de dire, une fois qu'on a fait une erreur, une fois qu'on a eu un problème, j'ai envie de dire, c'est comme le feu. Vous savez, le feu, quand vous le touchez, ça vous brûle. Après, vous savez que vous le touchez plus parce que ça brûle. Là, c'est la même chose. Une fois que vous savez qu'il y a un problème, parce qu'en faisant ça, il va y avoir un souci, vous le refaites plus. Il y a une partie de votre parcours qu'on ne peut pas éviter. D'accord. Non, je pense savoir de quoi vous parlez. Oui, ça a quand même commencé. Vous étiez animateur dans un camp de vacances. Ça va être la 3e saison, oui, en effet. Voilà, oui, et puis c'est un peu parti de là, je crois. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Dans ce camping, parce que j'imagine que vous avez vu la diffamation que la directrice de ce camping a mis en place à mon encontre, en mettant en avant le fait que... Je me rappelle d'une phrase qui m'a extrêmement choqué. J'étais en détention quand j'ai vu ce reportage. Elle expliquait que j'étais, à ce moment-là, pendant 2 mois, un véritable enfer pour les clients et pour son camping. Moi, ce que j'ai fait, et je vais vous les transmettre,
c'est que j'ai capturé tous les avis Google sur lesquels on parle de l'animation. En l'occurrence, il y en a 45 sur 2 mois. Il y a 45 avis Google sur lesquels on parle de l'animation. Sur au total, 60 avis, je crois. Donc ça fait quand même pas mal. En gros, ça s'est pas bien passé avec elle. Sur 45 avis, sur 60 avis Google, il y en a 45 qui parlent de l'animation. Et dans les 45, on explique que Eddie, c'est un animateur incroyable, qu'il est génial, que grâce à lui, on a passé des vacances. Et j'ai même une dizaine d'avis Google sur lesquels il est notifié que la directrice du camping est pitoyable, qu'elle est horrible, qu'elle est méchante, qu'elle nous donne même pas envie de rester. Il y a marqué, j'en ai un, et je vais vous le transmettre, j'espère que vous pourrez le mettre sur la vidéo pour que les téléspectateurs puissent la voir. Il y a un commentaire dans lequel il est écrit « Heureusement que Eddie était là, que l'animateur était là, parce que sinon, on serait parti il y a bien longtemps. » Et donc, moi, quand on voit des avis Google comme ça, encore une fois, sur 60 avis Google, il y en a 45 qui parlent de moi, en positif. Comment vous pouvez dire que je fais vivre un enfer à mes clients ? Comment ? C'est pas possible. Si sur 60 clients, il y en a 45 qui parlent de moi, les autres, c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'ils parlent pas de moi. Ni de moi, ni de l'animation. Comment est-ce que c'est possible de faire vivre un enfer ? Deuxièmement, elle expliquerait que j'aurais demandé à des minots, à des jeunes, de payer la somme de 5 € pour entrer dans un terrain City-Stade. Bon, moi, vous m'expliquerez comment est-ce que je peux faire, en sachant que le matin, je me réveille à 8h, à 9h, je suis au club enfant, à midi, je finis le club enfant, il faut que j'aille manger, à 14h, je reprends mes activités de l'après-midi, jusqu'à 16h. Ensuite, je vais à la piscine pour faire ce qu'on appelle une crazy piscine, donc je vais danser avec les clients autour de la piscine, et puis ensuite, le soir, je mange, et enfin, je dois reprendre pour faire la soirée. Et ça, jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc là, à cette période, vous aviez 17 ans, c'est ça ? J'avais 18 ans. Dans ce camping-là, j'avais 18 ans. Parce que tout a basculé le jour de vos 18 ans, je crois. Oui, mais ça, c'était bien avant. C'était avant. Le jour où tout a basculé, c'était bien avant. Mais là, vous me parlez du camping dans lequel j'ai été, qui a fait la suite de mon arrestation. Mais je veux répondre quand même à cette dame-là, et je l'ai fait chez plusieurs de vos confrères et de vos consoeurs. Mais factuellement, cette personne, elle a menti. Elle a menti parce qu'encore une fois, je viens de vous expliquer une journée type. Encore une fois, je commence le matin, je me réveille à 8h. À 9h, je suis au club enfant. De 9h jusqu'à midi, je suis avec les enfants au club enfant. J'ai une dizaine d'enfants tous les matins. À midi, je vais manger et souvent même, je vais l'aider pour faire le service au resto-bar jusqu'à 14h. À 14h, je reprends les activités de l'après-midi qui se terminent à 16h. À 16h, je vais à la piscine pour faire une crazy piscine jusqu'à 17. Et puis ensuite, là, à 17, je vais avec les vacanciers. Et puis enfin, je vais manger et me préparer parce qu'à 20h, je dois être prêt pour lancer la soirée. Alors à quel moment il est possible pour moi de me détacher, hein ? Alors j'ai pas beaucoup de pauses et vous savez que quand vous avez 300 personnes et qu'il faut faire l'animateur devant 300 personnes dont 100 gamins, vous n'avez pas le temps. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans des campings, mais les animateurs, nous, on est à 100 à l'heure. Hein. Et il va dire qu'il faut préparer, il faut aller se maquiller pour le spectacle, il faut aller accueillir les prestataires extérieurs, etc., etc. À quel moment, j'aimerais juste qu'on m'explique, à quel moment j'ai 5 minutes pour aller voir des enfants et leur dire « Tu veux rentrer au City Stade ? Bon, c'est 5 balles, loulou. » Ma mission en tant qu'animateur, c'est de faire vivre une expérience incroyable à mes clients. En leur demandant de payer 5 € à l'un et pas à l'autre, à quel moment est-ce que moi je fais en sorte que mes clients soient heureux et que du coup, ils puissent avoir un avis positif ? Parce qu'en tant qu'animateur, l'objectif, c'est de revenir dans le camping, avoir du taf. L'objectif, c'est pas de faire 5 € sur un gosse qui va rentrer dans un City Stade. Alors encore une fois, c'est malheureusement un mensonge qui est ridicule, qui a été dit sur TF1, sur le JT de 20h. C'est pas rien quand même. Et moi, aujourd'hui, je regrette énormément le fait d'avoir travaillé avec cette personne. Et j'ai même envie de vous dire autre chose. Alors malheureusement, ça, je n'y ai pas accès parce que le téléphone portable et l'adresse mail avec lesquelles j'utilisais est sous les mains de la justice. Mais j'ai chaque semaine, tous les dimanches, envoyé un mail à cette directrice de camping pour démissionner. Parce que je m'entendais pas du tout avec. Et tous les dimanches soirs, non mais c'est bon, reste, ça va aller, on va trouver une solution, je suis désolé, patati patata, etc., etc. Pour vous dire, on est même allé jusqu'à me proposer du black. Alors je l'ai totalement refusé. Mais toutes les semaines, je demande à démissionner, et sur le JT de 20h, et moi j'ai des preuves, hein, il y a des mails pour annoncer que je souhaite démissionner. Et comment ça se fait que du coup elle explique au JT de 20h qu'elle a pris 1 mois et demi pour me faire partir et le jour où je suis parti ça a été une libération. Ouh. Non mais attendez, mais sérieusement quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues.
Enfin, je sais pas, à un moment donné, faut être cohérent, quoi. Regardez les avis. Et puis même, regardez sur Instagram. C'est moi qui me suis occupé des réseaux sociaux parce que j'aime bien ça, gérer les réseaux sociaux. Je me suis occupé, j'ai créé les réseaux sociaux de toutes pièces pour elles. Allez voir. Mes clients, ils étaient contents. Je peux même si vous avez l'occasion, et si c'est possible, je vous donnerai des vidéos et si vous pouvez les mettre à l'écran pour que les gens puissent le voir aussi. Parce que c'est important pour moi. Vous savez, tout ce qu'on me reproche, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Je peux les entendre. Par contre, qu'on s'attaque à la chose qui m'anime tous les jours, vous savez, quand on est animateur, on est payé rien du tout. Hein. Moi, je suis payé le SMIC. Je vous le dis. J'étais chez elle, je suis payé le SMIC. Donc, alors là, ça a augmenté, il me semble, mais à l'époque, l'année dernière, c'était 1250, il me semble. J'étais payé 1250. Sur ces 1250 là, on enlève 250 euros de nourriture et de logement. Je suis payé 1000 euros. 1000 euros par mois. Pour faire plus de 43 heures semaine. C'est pas de l'esclavage, mais on s'y approche. Et pourtant, je le fais tous les matins avec le sourire. Il y a des soirs, pour vous dire, parce que moi, c'est ma politique, j'ai bossé dans des grands groupes, donc c'est comme ça que je vois les choses. Je n'allais pas dormir tant qu'il n'y avait plus personne au bar. Parce qu'on avait un bar qui bossait 24-24, tant qu'il y avait des clients, il ne fermait pas. Moi, tant que tous les clients n'étaient pas allés dormir, je restais au bar avec mes clients. Alors encore une fois, comment est-ce qu'on peut me reprocher et appeler à dire que Eddy Gougit veut du mal à ses clients? D'ailleurs, tous les clients m'ont envoyé des messages sur Instagram, des vidéos même, où ils m'ont dit « Mets sur tes réseaux sociaux, montre que c'est faux ». Alors, je l'ai jamais fait. Pourquoi ? Parce que de 1, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, et de 2, j'ai pas envie de gâcher la vie de mes clients parce qu'ils vont être rattachés à ma personne et à mon affaire, et j'ai pas envie qu'ils soient embêtés par la presse et compagnie. Donc voilà, moi j'espère que ça va être possible de mettre les avis Google sur la vidéo et les vidéos aussi où je suis avec mes clients, parce que vraiment c'est n'importe quoi et je suis content que vous me posiez la question. Le jour de votre anniversaire, en général, c'est une belle journée. Bon, ouais. Ça arrive. Et quand on fête les 18 ans, c'est magique. Normalement. Et d'un seul coup, le jour de vos 18 ans, tous les médias vous ont contacté, beaucoup de médias en tout cas. On vous a même vu au JT sur TF1. En effet, puis un peu moins d'une quinzaine. Un peu moins d'une quinzaine de médias qui me contactent. C'est surprenant, non, quand on fête son anniversaire ? Bien sûr. Pour la petite anecdote, moi j'étais animateur à ce moment-là, pour le coup. J'étais en colonie de vacances. J'étais en colonie de vacances dans le nord de la France, vers Münster. J'étais dans la neige avec les gosses. On était en train de jouer à la marraine à ce moment-là. Et je reçois un appel et j'étais référent sanitaire. Donc le référent sanitaire, c'est la personne qui s'occupe des petits bobos. Vous savez, quand vous avez un groupe de 60 gamins, alors vous donnez beaucoup d'eau et de sucre, ça marche souvent, mais il y a quand même des fois des bobos, ça peut arriver souvent. Donc il faut être joignable à tout moment du jour ou de la nuit. Donc moi j'ai toujours mon téléphone sur moi et mes collègues peuvent m'appeler à n'importe quel moment s'il y a un problème pour aller ouvrir l'infirmerie et aller soigner les enfants ou même mes collègues, sait-on jamais s'il leur arrive quelque chose. Et donc, c'est mon numéro de téléphone qui est en plus donné aux parents pour que les parents puissent nous appeler s'il y a un problème, on a oublié de vous dire l'allergie, on aimerait parler à notre enfant, etc., etc. Pas de souci. Donc moi, je reçois un appel, premier appel que je reçois, il me semble que c'était la Dépêche du Midi, si je dis pas de bêtises. Donc, je reconnais pas le numéro, mais en fait, je fais pas vraiment attention au numéro de téléphone. Voilà, ça faisait déjà une semaine, il restait une semaine, 10 jours de colo. Je prends le téléphone, je réponds, je fais oui, c'est Eddy. Et donc, au début, je comprends pas forcément, j'entends pas parce qu'il y a les gosses qui jouent à la barrette autour de moi. Je fais attendez, excusez-moi, 2 secondes, hein, ne quittez pas, je vais me mettre sur le côté. Donc, je me mets sur le côté, je fais oui, bonjour, c'est qui ? Je demande à un collègue de me remplacer. Je dis bonjour, c'est qui ? On me dit bonjour, c'est le journaliste de. Encore une fois, il me semble que c'est la Dépêche du Midi, mais je suis pas sûr, donc je peux pas le garantir. On aimerait vous parler de ça. Je leur fais attendez, de quoi vous parlez là ? Je comprends pas vraiment et je les entendais très mal. Et donc, du coup, je leur dis, écoutez, si c'est pour parler de politique ou alors de ma candidature, il va falloir appeler l'équipe Cap sur Toulon, je vous envoie le numéro par SMS. Bonne journée. Et là, donc, je reçois je raccroche, on me rappelle et on me dit, non mais monsieur, c'est pas pour ça, on vous appelle par rapport aux faits qui vous sont reprochés. Et là, je comprends pas. Donc moi, je lui dis, expliquez-moi, qu'est-ce que vous me racontez là ? Il m'explique ça. Et donc à ce moment-là, je leur dis, écoutez, je ne répondrai à aucune de vos questions, je ne sais pas ce qui se passe, je préfère voir avec mes conseils avant de dire quoi que ce soit. Et donc c'est ce que je fais. Je vois avec mes conseils et puis ensuite je réponds. On répond très brièvement parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il faut répondre, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas forcément. Et puis, si vous voulez, moi, jusqu'à
jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, pour moi, c'était pas mal ce que j'avais fait. Ce que j'ai pu faire en tout cas. C'était rien. C'était pas... Enfin, ça va, tout le monde fait ça. C'était ma vision un peu. Oui. Et puis je voyais pas la partie négative en fait. Moi je voyais vraiment que le positif là-dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois parler de cette affaire. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moins une quinzaine de journalistes qui me contactent. Je passe une fois par semaine sur un plateau. En duplex, hein, parce qu'à ce moment-là, je suis animateur, donc j'ai pas le temps. BFM Toulon-Var, j'ai fait BFM Marseille, j'ai fait le Figaro TV, j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez ressenti là, à ce moment-là, quand tout le monde se ruait sur vous? Pour en savoir plus, je présume. Alors, quand tout le monde se rouait sur moi au début pour en savoir plus, c'était compliqué parce que je comprenais pas forcément ce qui m'arrivait, mais ce qui a été le plus dur sur la partie médiatique, c'est par la suite. Pour le coup, vraiment, ça a été pendant l'incarcération et même après l'incarcération, où là, j'ai vraiment vécu ça comme une forme de harcèlement de la part des médias, mais surtout pendant l'incarcération. Mais c'est vrai que ce jour-là, pendant mes 18 ans, j'étais très gêné, bien sûr, hein, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Moi, je venais de m'engager en politique, si vous voulez, ça faisait déjà même presque 6 mois que j'avais annoncé ma candidature au municipal. Personne ne m'avait... Enfin, tout le monde s'en foutait. J'avais eu un petit article sur Var Matin qui faisait 6 lignes, pardon. Et là, d'un coup, je fais 6 pages juste dans Var Matin. Donc, je comprenais vraiment pas ce qui se passait, quoi. Et l'incarcération s'est passée combien de temps après? L'incarcération, ça a eu lieu en février. L'incarcération s'est passée en mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois après. 6 mois après. 6 mois après, ouais. À la suite d'un jugement, d'un appel? Il n'y a eu aucun jugement, aucun appel. Et ça, c'est ultra important. Les gens parlent de condamnation. Je n'ai pas été condamné. Vraiment, je n'ai pas été condamné. Et d'ailleurs, la présomption d'innocence est toujours présente. Vous savez, et j'ai même envie de dire, aucun procès n'a été décidé encore. Pas de date de procès, on n'a même pas l'info de est-ce qu'il va y avoir un procès ou non. On est toujours en instruction. L'instruction, c'est quoi? C'est une enquête, en fait. L'enquête est toujours en cours. Donc à la fin de l'enquête, la justice décidera si oui ou non il y a un procès et quand est-ce qu'il aura lieu. Et surtout, elle décidera à ce moment-là de la condamnation nécessaire par rapport aux faits qui me sont reprochés. Et l'incarcération, ça s'est passé comment? Pour un jeune homme de 18 ans, c'est quand même... Écoutez, moi je vous avoue que... Pas commun. Moi j'attendais vraiment mes 18 ans parce que je savais qu'à partir de 18 ans j'allais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Être libre, là c'était pas le cas. Là pour le coup je savais qu'on pouvait faire de la prison aussi à partir de 18 ans, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire principalement, on va dire. Ça a été très dur. Ça a été extrêmement dur. Et puis je vous dis ça avec pour le coup aujourd'hui et parce que si voilà j'arrive à garder et réduire mes émotions, mais l'incarcération a été un enfer. Lorsqu'on arrive devant la porte de la maison d'arrêt, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? La même réaction que je viens d'avoir. Je ne comprends pas. C'est pas... Enfin, Après, il y a l'accueil. L'accueil. Quel accueil! Moi, quand j'arrive, il faut savoir déjà que je suis arrêté en août. Je suis arrêté au sein de la ville de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Donc je suis arrêté par la gendarmerie que je vais moi-même rencontrer. Donc la gendarmerie de Toulon? Non, la gendarmerie de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. D'accord. Encore une fois, c'est ultra important de le dire. Je suis moi-même allé auprès de la gendarmerie. On n'est pas venu m'arrêter dans la rue. C'est moi qui ai pris mes petites jambes et qui suis allé jusqu'à devant la gendarmerie. Et qui les ai même appelés au téléphone. Donc j'ai été arrêté une fois entré dans la gendarmerie. On m'a annoncé mon arrestation. Je l'ai accepté. J'ai été mis en garde à vue là-bas. Donc ça, c'était vers 10h, 11h. Et à 14h, les policiers sont arrivés de Toulon. Donc une brigade toulonnaise est arrivée. 3 policiers sont arrivés, 2 hommes et une femme. Et donc ils sont venus me récupérer et m'ont raccompagné jusqu'à la ville de Toulon, jusqu'au commissariat central de Toulon. Une fois donc arrivé au commissariat central de Toulon, j'ai eu un premier interrogatoire
de quelques dizaines de minutes. Je crois qu'on a fait une petite demi-heure, même pas. Et puis ensuite, ils m'ont dit, bon, bah voilà, il est tard, vous allez repartir en garde à vue, donc dans les geôles, et demain, on reprend ça. Je leur dis, bon, bah ok, pas de souci. Donc moi, je pensais qu'il allait avoir 24 heures de garde à vue, puis finalement, ils m'ont dit non, ce sera 48. J'ai bien évidemment accepté la deuxième tranche de 24 heures. De toute façon, je n'avais pas le choix. Et puis, j'ai fait donc. Finalement, j'ai même pas fait 48, je crois que j'ai fait 36 heures. Parce que du coup, au bout des 36 heures, ils n'avaient plus forcément besoin de m'interroger. Et ce qui s'est passé, c'est ils m'ont dit ils m'ont dit voilà, vous n'êtes plus en garde à vue. Par contre, on vous ramène au tribunal de Toulon. Vous passez en comparution immédiate. Le tribunal de Toulon, dans le cadre de la comparution immédiate, refuse le fait de me juger dans l'immédiat. Car l'affaire manque de preuves, l'instruction n'est pas assez importante. Et puis voilà, c'est pas possible de faire ça dans l'immédiat, notamment pour une affaire comme celle-ci. Donc la justice, la juge d'instruction et la juge de la liberté et de la détention, ce qu'on appelle la JLD, a décidé donc de m'incarcérer dans le cadre d'une mise en mandat de dépôt, dans le cadre de l'article 100 du Code de procédure pénale. J'accepte la décision de la justice et donc on te propose de faire appel. À ce moment-là, je considère que, en tout cas avec mes conseils, on considère que l'appel n'est pas opportun et que ça pourrait compliquer les choses au mieux, j'ai envie de dire. Et donc, ce qu'on décide de faire, c'est donc d'accepter et d'attendre un certain temps pour faire ce qu'on appelle une DML, une demande de mise en liberté. Voilà. Pour revenir du coup sur l'arrivée au sein du centre pénitentiaire, j'arrive dans une voiture. Alors je ne peux pas être dans le cadre de ma situation politique, personnelle. Je comprends qu'en fait on ne peut pas me mettre avec d'autres détenus parce que je vois qu'il y a un camion de détenus qui part au centre de la Farlède, mais on me met pas à l'intérieur, on me met dans une voiture seule, avec 2 policiers. Donc on va jusqu'au centre pénitentiaire de la Farlède. Alors ça prend 2 minutes. J'étais jamais allé aussi vite sur l'autoroute de Toulon. Mais bon, avec les gyrophares, ça passe mieux. On arrive jusque là-bas. Et puis là, je vois cette porte gigantesque. Je sais pas si vous êtes déjà allé devant le centre pénitentiaire de la Farlède, mais cette porte est énorme. Elle est énorme. Et elle s'ouvre automatiquement. Et nous, on est dans la voiture devant. On rentre dans le sas. La porte se ferme derrière nous. Et c'est là que je comprends que... Ouais. T'es en prison, mon gars. Et c'est là que ça commence à être dur, en fait. Après, j'ai un petit mécanisme de défense en moi qui me dit, voilà, il faut pas que tu montres que tu vas pas bien, faut que tu montres que tout va bien, que tu acceptes la situation, que c'est OK. Et donc là, d'un coup, j'étais en train de pleurer. Et puis d'un coup, j'ai dit au policier, s'il vous plaît, laissez-moi 10 secondes. Tenez-moi si vous voulez, mais laissez-moi 10 secondes seul face à moi-même. Les policiers sont très sympathiques, ils acceptent, ils me disent, bah écoutez, mettez-vous là sur le pare-choc de la voiture, en attendant qu'on sorte vos valises, parce que donc, j'avais des valises. On vous fait confiance, faites pas n'importe quoi, de toute façon, vous pouvez aller nulle part. Je ne bouge pas, vous inquiétez pas. Et là, donc, j'essuie mes larmes, et donc je me mets en mode tout va bien, je souris, et je dis bonjour, voilà, j'arrive, si vous voulez, quand on a passé le sas, il y a une petite porte qui mène vers le greffe, ce qu'on appelle le greffe, pour s'enregistrer. Et donc bah, je rentre par cette petite porte-là, et puis c'est là que donc, on me demande de mettre mon empreinte biométrique, on prend la photo pour ma carte de détenu, on me fait signer un tas de documents dont je sais même pas ce que j'ai signé, honnêtement. J'ai même pas le temps de comprendre ce que je signe, en fait, finalement. Et puis, en fait, c'est là où vient le moment le plus dur de mon arrivée. C'est la fouille à nu. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on n'a plus aucune dignité. On n'a plus aucune dignité, on n'a plus... j'avais même plus d'amour propre pour moi-même, en fait, à ce moment-là.
Je... je me rappelle que le policier me dit, voilà, je vais vous demander de vous déshabiller. Je lui dis, pas de souci, je me déshabille. Donc moi, je me mets en sous-vêtements. Parce que bon, je comprends qu'ils doivent me fouiller, mais je me mets en sous-vêtements. J'enlève mes chaussettes, mais je reste, je garde mon boxer. Et il me fait, je suis désolé, monsieur, mais vous allez devoir enlever votre boxer. Je lui dis, non, mais attendez, enfin, vraiment, je suis pas un délinquant, je suis pas un criminel, moi, je vais rien faire rentrer, enfin, s'il vous plaît, parce que je peux au moins garder ça, quoi. Je lui dis, mettez les mains dedans si vous voulez, mais est-ce que je peux le garder sur moi? Il fait, non, non, monsieur, c'est pas possible. Et alors là, bon, bah, ok, j'entends. Donc, il me demande de l'enlever, je l'enlève, je lui donne mon boxer. Et donc là, il me demande de me retourner, de lever la première jambe, donc je lève la jambe droite, puis de lever la deuxième jambe, je lève la jambe gauche. Il me demande de me tourner et de prendre dans les mains mon pénis et mes testicules. Et donc, bah, je les prends, il me demande de les monter pour vérifier que rien n'est caché. Il me demande de me retourner, de me mettre je ne saurais pas comment vous donner le nom de la position, mais on va dire de mettre mon fessier en avant et de tousser pour vérifier si je n'ai rien caché dans mon anus. Et enfin, là, c'était une honte terrible. Je me suis dit, comment moi, Eddie, 18 balais, qui suis un fervent supporter de la sécurité, les établissements pénitentiaires, la police, etc., les surveillants pénitentiaires sont des personnes que je soutiens depuis un long moment dans mon parcours et mon engagement politique. Et comment aujourd'hui, moi, je me retrouve là? D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'étais au collège La Marquisane à Toulon, donc en bas de la Beaucaire, et j'ai retrouvé des personnes qui étaient avec moi, qui étaient scolarisées, qui m'ont dit « Oh, Eddie, qu'est-ce que tu fais là? T'es prof ici ?» Pour vous dire à quel point, pendant mon incarcération, personne ne pouvait penser un jour, les personnes qui me connaissaient, qui m'ont côtoyé, personne n'aurait pu même juste imaginer, même juste faire un cauchemar. Mais moi, j'aurais jamais pu faire ce cauchemar d'aller en détention. C'était... Enfin... Et c'était pour quelques jours ou c'était... Quelques jours, ça dépend ce qu'on appelle quelques jours. C'est sûr que par rapport à des personnes qui ont fait 30 ans de prison, c'est quelques jours ce que j'ai fait. J'en ai fait 91 et 18h30. 3 bons mois. 3 très beaux mois, oui. Et qu'est-ce qu'on ressent à 18 ans quand on est privé de liberté? Est-ce qu'on trouve ça juste, injuste? Bah, au début, bien sûr qu'on trouve ça injuste. Quel est le ressenti? Mais je pense à 18, comme à 20, comme à 40, comme à 60, comme à 80, on trouve ça injuste, bien sûr. Surtout quand vous arrivez et la façon dont j'arrive, moi, elle a été extrêmement complexe. C'est bien sûr qu'on trouve ça injuste. Enfin, pour revenir à ce que je disais, je termine donc cette fouille au corps. Et là, donc, je récupère ce qu'on appelle le pactage arrivant. Donc, à l'intérieur, il y a une couverture, il y a des draps, il y a de quoi... Enfin, il y a un plateau, une cuillère, une fourchette, un verre, etc. Enfin, voilà, il y a tout le nécessaire avec des produits d'entretien pour la cellule et des produits d'entretien pour moi pour à peu près 2-3 semaines. Du papier toilette, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Des enveloppes, du papier, du stylo, il y a beaucoup de choses. Donc je récupère mon pactage et donc là je sors donc du greffe. J'arrive donc dans ce qu'on appelle la DEF, c'est le bâtiment central. Le bâtiment central, en fait, c'est un grand bâtiment. Sur les côtés, il y a des extensions. Une première extension, c'est du côté... quand vous rentrez comme ça, c'est du côté droit. Vous avez le parloir avocat et les parloirs famille. Et puis, quand vous êtes du côté gauche, du coup, là, vous avez le scolaire et la partie sanitaire, ainsi que le bâtiment des isolés. Donc, enfin, le bâtiment des personnes en QI, donc c'est le bâtiment disciplinaire, en fait. Hein. Donc si vous voulez, à ce moment-là, moi je suis à droite, à gauche, je vois ça. À ce moment-là, je sais pas qui sont là, hein, c'est avec le temps que je comprends qu'il y a tout ça. Mais quand on arrive, par contre, dans le bâtiment, à part ces extensions-là, c'est un espace. Vous avez vu la place de la Liberté?
Bah, vous avez vu tout l'espace de la Place des Libertés? Vous avez vu comment il est vide? Eh bien, c'est exactement ça. Et vous vous retrouvez en plein milieu d'un vide total. Vous vous tournez et tout est de la même couleur. Des barreaux de partout. Horrible. Et donc on marche, on va jusqu'à ce qu'on appelle le bâtiment des arrivants. Donc j'arrive au bâtiment des arrivants. Là, je suis accueilli par donc le chef de bâtiment. Dans chaque bâtiment, il y a un responsable, un gradé, ce qu'on appelle. Euh, le chef de bâtiment donc m'accueille là-bas. Et il m'explique donc certaines règles. Et il me dit voilà, moi je suis le chef de bâtiment de nuit, mais il y aura quelqu'un qui sera là la journée, qui t'expliquera, qui te fera signer certains documents, etc., etc. Ok, pas de souci. On me donne de quoi manger, donc on me donne un sachet. Dedans, il y avait un paquet de nouilles à faire avec de l'eau chaude, là, vous savez, les nouilles instantanées. On me donne une biscotte, un truc de confiture et une compote. Et une bouteille d'eau aussi. On me donne une bouteille d'eau. Bon, à ce moment-là, j'avais pas faim du tout, donc je mets tout ça dans le frigo, parce qu'il y a un frigo dans la cellule, et j'ai pas envie. Et à ce moment-là, en fait, j'ai juste envie d'une chose, c'est de me déshabiller et de faire couler l'eau sur mon corps. Pour essayer d'évacuer la honte, en fait. Donc je me déshabille, et puis je me dis, bon, bah là, on m'explique que je vais être seul quand je suis au greffe. Donc je me dis, bon, je me déshabille et je vais juste ranger rapidement. Donc à ce moment-là, je suis à poil, hein. Je vais ranger rapidement les affaires qu'on m'a données dans les placards pour pas que ce soit non plus le bordel. Surtout que si demain il y a un chef qui arrive dans la cellule, enfin je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il va être vérifié que ce soit rangé, etc. Enfin je sais pas en fait, je sais pas. Donc je décide de tout ranger quand même. Et donc là, à ce moment-là, je suis toujours euh, la porte s'ouvre, mais d'un coup en plus, et il y a un autre détenu qui rentre. Alors lui, c'est un habitué des services. Il est totalement normal de me voir à poil. Pour lui, c'était totalement, enfin limite, au lieu de me serrer la main, il me serrait le pénis, le gars. Enfin vraiment, c'était ok. Euh, et là, d'un coup, du coup, je dis attends, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que j'allais être seul. Je mets une serviette et donc du coup, j'ouvre la porte et il y a le chef de bâtiment qui fait non, Gougite, là, vous allez pas être seul parce que on a peur qu'il y ait des problèmes des problèmes suicidaires. Mhm. Alors, aujourd'hui, je comprends qu'on puisse se dire ça. Maintenant, j'aurais préféré qu'on me le dise avant. Et le problème, c'est que moi, j'ouvre la fenêtre à ce moment-là. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs j'ouvre cette fenêtre. Je mets une serviette autour du cou, de la taille. Et donc là, lui, il dit Gougite, donc mon nom. Moi, je réponds. Et à ce moment-là, c'est fini. À la C'est-à-dire? fenêtre, à la fenêtre, tout le monde dit Oh, il y a le maire. Oh, il y a le maire. Et en ouvrant cette fenêtre, je mets aussi bien évidemment une serviette, hein, parce que maintenant, je suis toujours nu quand même à ce moment-là. Mhm. Euh, et puis là, donc le surveillant me dit euh, il me répond en me disant ouais, Gougite, c'est comme ça, parce qu'il pensait qu'il allait avoir des problèmes suicidaires. Je dis bon, ok. À l'époque, j'étais pas trop d'accord, mais maintenant, je le comprends bien évidemment avec le recul. Et moi, je réponds. Lui, il a dit mon nom. Moi, je réponds ok. Enfin, je dis deux, trois mots. Et puis, si vous voulez, bah, à ce moment-là, ouais, c'est fini, quoi. C'est fini, je me fais insulter. On m'appelle le maire, on m'insulte de tous les noms d'oiseaux existants dans le monde, en français, en arabe, en espagnol, mais vraiment dans toutes les langues. C'est horrible. Et puis à un moment donné, je décide de fermer la fenêtre, parce que ça commence à être assez compliqué à entendre. Et puis là, d'un coup, ils comprennent que je ferme la fenêtre, parce qu'en fermant la fenêtre, en fait, vous faites du bruit. Enfin, on fait du bruit. Et les personnes qui sont au-dessus, en bas, à droite, à gauche, bah, en fait, elles l'entendent. Et donc là, du coup, personne au-dessus, personne en bas, personne à droite, personne à gauche, frappe contre le plafond, contre le sol et contre les murs. Et là, c'est une symphonie. Une symphonie. Et alors, je sais pas avec quoi ils frappaient, mais il y avait des casseroles, il y avait des chaises. Enfin, c'était horrible. Avec leurs pieds, vraiment, c'est tout pour nuire. Tout pour nuire. Et puis, je me rappelle de cette première nuit où c'était impossible pour moi de dormir. Mais quand je dis impossible, c'est pas du genre j'ai dormi à 5 heures du matin, je me suis réveillé à 7 heures, où j'ai dormi 10 minutes. Non. Mon œil ne s'est pas fermé de la nuit. Jusqu'au lendemain soir où j'ai dû prendre des médicaments, en l'occurrence des Zoopiclone, donc c'est des somnifères en fait, pour pouvoir dormir et plus le temps avançait dans la détention et plus je prenais des doses élevées parce que vraiment c'était de moins en moins possible de dormir en fait. Et,
Et c'était extrêmement compliqué. Et c'est là qu'à 5 heures du matin, j'entends l'appel à la prière. L'appel à la prière musulman, bien sûr. Alors bon, à ce moment-là, je me mets dans un... Enfin, je comprends que... en fait, c'est une zone de non-droit. C'est devenu une zone de non-droit. Euh, Pendant près d'une semaine, ça se passe comme ça. Et je décide de ne pas répondre à qui que ce soit, d'ailleurs. Euh, et de ne pas sortir de ma cellule pour aller en promenade. Parce que c'est pas possible pour moi à ce moment-là. Ça me fait trop peur. J'ai peur d'être agressé. En sachant qu'il faut savoir que les surveillants de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit d'intervenir s'il y a une bagarre au sein de la cour de promenade. Ils peuvent pas intervenir. Je me dis, mais bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je me fais agresser dans la promenade, ils attendent que je me fasse frapper, que tout le monde sorte de la promenade, et ensuite ils viennent me voir. J'aurais déjà fait 3 AVC, moi, à ce moment-là. Donc je décide de pas sortir pendant une semaine, 10 jours à peu près. Et là, il y a donc une ancienne personne, mais celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, une ancienne personne que je connaissais, qui était avec moi au collège, qui s'appelle Sofiane, euh, qui a dit, mais c'est qui le maire? Vous avez dit le maire et tout, vous arrêtez pas de l'appeler et tout. Euh, et ils disent, mais c'est Eddie Gougit, il était à la Marquisane, je sais pas quoi. Eddie Gougit. Et donc Sofiane se met à la fenêtre en disant, oh Eddie, oh Eddie. Bon, ben moi, à un moment donné, il me voyait pas parce qu'il y a des caillebotis. Donc il voyait juste de l'ombre. Donc moi, je me mets en cachette et je reconnais Sofiane. Au début, je réponds pas parce que je sais pas dans quel état d'esprit il est. Et un jour, il fait passer un mot avec mon codétenu. Mon codétenu, du coup, me donne le mot. Dans ce mot, il me dit, Eddie, écoute, j'ai parlé avec tout le monde. Et c'est vrai que j'avais vu que déjà depuis 24 heures, plus personne m'appelait, ça frappait plus. Donc voilà, ça allait bien. Et il me disait, descends en promenade, t'inquiète pas, je suis là, il va rien t'arriver, personne te touche, il y en a un qui te touche et moi je le touche. Et alors là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore plus eu peur. Je me suis dit, attends, mais moi, ils vont pas me faire rentrer dans des gangs et compagnie. Parce que moi, j'ai regardé Orange is the New Black, j'ai regardé Prison Break. Et alors, ça se passe pas vraiment comme dans les séries américaines, hein, bien sûr. Mais j'ai déjà vu quelques reportages aussi. Et ils prennent les plus faibles pour aller récupérer ce qu'ils appellent les yo-yo. Ou alors même les pactages. Tu sais, des fois, ils leur lancent par-dessus les murs de la prison, etc. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et bon, un jour, je le vois en sortant pour aller à l'infirmerie, je crois. Et donc, bon, bah, je lui dis, je suis désolé, j'ai pas souhaité répondre, parce qu'il y a eu ça, 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 c'est un peu compliqué. Il me fait, non, mais t'inquiète pas, il va rien t'arriver, tu te rappelles, on était ensemble. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis à ce moment-là, je me rappelle qu'au collège, on n'était pas amis, mais on était plutôt proches. Quand on se voyait, on se disait bonjour, ça nous arrivait même de rigoler ensemble, etc., etc. Donc je décide de lui faire confiance, je descends une première fois, et puis bah, j'essaye, et au début c'est compliqué, et puis petit à petit bah, ça se passe de mieux en mieux aux arrivants, parce que je commence à sympathiser donc avec Sofiane, et j'arrive à ne plus être emmerdé. Après, je parle avec personne, hein, je fais mon tour de promenade, je marche pour histoire de me dégourdir les jambes, et puis c'est tout. Après l'intervention de Sofiane, il n'y a pas eu de problème ou vous avez subi de la violence quand même? Au quartier arrivant, j'ai pas vécu de violence. Par contre, une fois arrivé en maison d'arrêt, là on m'a agressé. 3 fois de suite. Dont une où j'ai eu certaines séquelles. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des moments compliqués, mais pour l'une d'entre elles, qui a été pour moi la plus douloureuse moralement parlant, psychologiquement parlant, c'est été avec l'un de mes codétenus qui était là pour des questions. Enfin, le chef d'accusation pour laquelle il était condamné. Alors je précise, moi j'étais en maison d'arrêt pour personne mise en mandat de dépôt. J'en avais que 18 ans et j'étais avec une personne qui, elle, en avait 35 et qui était condamnée. Moi je suis là pour un délit mineur et lui il est là pour une tentative de meurtre. Et en l'occurrence, c'était pour le coup l'envie d'un meurtre parce que comment dire, quand il m'a expliqué, en fait, il voulait tuer la personne, mais malheureusement pour lui, oui, enfin pour lui, et heureusement pour la personne, il a tiré dans le bras au lieu de tirer dans le cœur. Et donc,
cette personne est là pour... Encore une fois, c'est important pour moi de le préciser parce que moi, je trouve ça quand même fou qu'on mette un jeune de 18 ans qui est là pour délit mineur et qui est primo-arrivant, qui n'a jamais eu aucun problème avec la justice, aucun problème avec la police, avec une personne qui a un casier long comme le bras, qui a 35 ans et qui est là pour tentative de meurtre. Et puis, vous connaissez John Cena ? Non. C'est un catcheur. C'est un catcheur américain. Et ben, vous voyez Thibaut InShape ? Et la carrure qu'il a ? Vous voyez ce qu'il est énorme ? Ben, dites-vous qu'il est x2. C'est un peu le Booba, mais en x2. En 1,5. Enfin, tout ça pour dire que le gars devait faire au moins une centaine de kilos, avec sur cette centaine de kilos, une quarantaine de muscles. Vous le voyez, il fait peur. Vous savez, c'est vraiment le cheveux longs bouclés, yeux noirs, terrifiant. Et donc, c'était mon co-détenu. Et un jour, je décide de commander du chorizo. Je commande du chorizo et puis à ce moment-là, donc, lorsque le chorizo arrive, il me dit « Non, mais moi, c'est du porc. Hors de question que tu manges du porc dans ma cellule. » Je lui dis, mais attends, mais c'est notre cellule et je comprends, voilà, si tu veux pas que je mange du chorizo, si tu veux pas, pardon, que tes ustensiles mangent le chorizo, moi je vais utiliser avec mes ustensiles et ce que je ferais, c'est que je mettrais mon plateau en dessous pour pas que ça touche la table, par respect pour ta tradition religieuse. Et puis ce que je ferais aussi, c'est que je n'utiliserai pas la même éponge avec laquelle tu laves ta vaisselle que celle avec laquelle moi je vais laver ma vaisselle. Normalement, voilà, aucun souci. Je comprends qu'en tant que musulman, on n'accepte pas que quelqu'un mange du chorizo avec nos couverts, sur notre table et avec notre éponge. Je peux l'entendre. Par contre, lui, non. Lui, il voulait que je mange rien que du halal avec lui. Et moi, je n'acceptais pas ça. Je n'avais pas envie. À ce moment-là, il se met dans une colère noire et puis, enfin, moi, je me laisse faire, mais tout en regardant un petit peu quand même, en disant non, mais ouais, là, tu t'abuses, tu dis n'importe quoi, tu racontes des conneries. Et puis à un moment donné, je fais l'erreur de dire non, mais t'es con ou t'es con ? Et le t'es con ou t'es con, ça lui a pas plu. Il m'a soulevé par le col, il m'a posé contre la porte. Il m'a dit, c'est à moi que tu parles comme ça ? Je lui ai dit, non, mais c'est une expression, je voulais juste dire, j'aurais pu dire t'es bête ou t'es bête. Et alors là, il s'énerve encore plus. Et il me dit, non, mais t'as pas à me parler comme ça, il m'insulte. Bon, bien évidemment, il m'a pas dit ça comme ça, vous l'imaginez bien. Il m'insulte de tous les noms, il se met à parler arabe, etc. Et donc moi, j'essaye de m'extirper. À un moment donné, j'arrive à me baisser. Et là, il comprend donc que j'arrive à me baisser et m'extirper. Et ce qu'il fait, c'est qu'il me met une première gifle. Mais quand je vous dis une gifle de toute la main, d'une puissance inouïe. Et là, il m'en met une deuxième de l'autre côté de la joue. Et j'ai pas vu venir. J'ai pas compris ce qui se passait. Et c'était horrible. C'était horrible. En fait, je suis resté assis sur le toilette. Il était midi à ce moment-là, donc on venait de recevoir le repas, parce qu'on reçoit le repas vers 11h30, 11h45. Il était midi à ce moment-là, et moi j'avais cours à 14h30. J'ai attendu jusqu'à 14h30, assis sur le toilette, par peur que le fait de me voir l'énerve. En revenant de cours, où j'ai demandé à changer de cellule, on m'accepte le changement de cellule. Quand j'arrive pour faire mes affaires, je découvre que tous mes vêtements sales ont été jetés dans la poubelle. Et que donc la poubelle a été donnée à ce qu'on appelle l'oxydétage et a été jetée dans les conteneurs. Je découvre que les photos de ma famille ont été jetées, parce que ma famille m'a fait rentrer des photos pour que je puisse les voir même quand ils sont pas là, et penser à eux. Il a pris ces photos, il les a déchirées. Toutes mes provisions alimentaires que lui pouvait garder, qui respectait sa religion, les a gardées pour lui, et toutes les autres, poubelles. La seule chose qu'il m'a laissé, en fait, c'est mes vêtements propres. Et je me demande même s'il les avait pas laissés parce qu'il savait pas qu'ils étaient dans le sac en dessous du lit. Après, dans la nouvelle cellule, vous étiez mieux ? Vous étiez mieux accompagné ou ça a été pire ? Au début, je pensais, et puis j'ai découvert pour les raisons pour lesquelles les personnes qui étaient avec moi étaient là. Un violeur et un pédophile. Ok. Un matin, alors moi j'étais allongé au sol, parce que c'était une chambre qui accueillait 3 détenus, mais avec seulement 2 lits. Donc j'avais un matelas au sol.
Un matin, en me réveillant, j'ouvre les yeux et j'ai la personne qui est accusée de viol sur mineur sur sa propre fille. Nourrisson, attention, je précise. Qui est devant moi, en me regardant. Moi, j'avais appris la veille que pourquoi est-ce qu'ils étaient là. En me disant, est-ce que tu veux que je te masse? À ce moment-là, moi, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Vous savez, j'ouvre les yeux, je me dis, ah non, mais j'ai pas ouvert les yeux, là. Faut que je me réveille. Et donc, je fais le geste pour ouvrir les yeux. Vous savez, comme si j'étais en train de dormir. Et non, en fait, je dormais pas. Donc, il me caresse en me faisant des genres de papouilles. Est-ce que tu veux que je te masse? Non. Ah non, tu veux pas? Pas de souci. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu veux manger quelque chose? Non. Tu sais, j'aime bien faire des massages aux pieds. Tu veux que je te fasse un massage aux pieds? J'en faisais beaucoup à ma femme avant. Ces mots, ils resteront dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Je me rappellerai toute ma vie. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme de 18 ans de se retrouver dans cet environnement Honnêtement, je peux même pas vous dire ce qui se passe dans ma tête parce qu'à ce moment-là, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Déjà, rien que le fait de... Enfin, moi, je savais ce qu'était qu'un violeur et un pédophile. Je n'en avais jamais rencontré et Dieu merci. Mais, mais là, le fait d'en voir face à moi, ce pédophile, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de ma famille qui l'a agressé, mais il aurait pu agresser ma sœur, pourquoi pas ma fille un jour, ma nièce, ma tante, ma mère, étant enfant, la sœur de ma conjointe, enfin peu importe, il aurait pu toucher quelqu'un, il aurait pu agresser sexuellement dans un cadre pédophile une jeune fille, ou un jeune homme d'ailleurs, mais là en l'occurrence, si je me rappelle bien, c'était une jeune fille qui l'a agressé, alors que lui il me semble qu'il avait 41 ou 42 ans. Et pareil pour le violeur, il a violé sa fille. Sa fille elle avait 2 ans, je crois. C'était un poupon. Hein. Elle venait de naître, la gosse. Enfin, je me demande même comment est-ce qu'on peut avoir une attirance sexuelle pour un gamin de 2 ans. C'est psychologiquement, scientifiquement impossible pour moi. Même sexuellement, c'est impossible. et autant de violence d'un coup. Comment dire, ça fait sortir de la jeunesse d'un coup, Ah ben, de l'insouciance, et d'un coup bien sûr. c'est assez, Enfin, c'est moi, assez fort quand même. quand Violent. j'arrive en détention. Moi, les personnes, j'ai eu beaucoup de co-détenus parce que j'ai beaucoup bougé. Par sécurité, la direction du centre pénitentiaire a décidé de me faire énormément bouger. J'ai été avec une personne qui est là pour faux usage de faux. J'ai été avec une personne qui a été là pour agression sur personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai été avec une personne qui était là pour meurtre. Une autre qui était là pour tentative de meurtre. Pédophilie. Viol sur mineur. Proxénétisme. J'ai eu aussi une personne qui a été recherchée par Interpol. Un trafiquant de drogue. Alors, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient là parce qu'ils ont fait un accident, qui avaient bu de l'alcool, ils ont fait un accident et la personne avec qui ils ont fait l'accident, malheureusement, est décédée. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la violence la plus inouïe, les choses les plus graves et les plus horribles qu'on peut rencontrer et découvrir. Moi, ces personnes-là, je les ai rencontrées. Je les ai saluées. Ils m'ont salué. J'ai vécu avec eux pendant 80 jours. Est-ce que vous en avez gardé des séquelles? Bien sûr. Bien sûr. On ne peut que garder des séquelles d'une expérience comme celle-là. Et je pense que toute ma vie. Vous savez, ça fait depuis le 17 novembre dernier, 18h30, que j'ai été désincarcéré. À 18h30, j'ai mis mon premier pied au sol, à l'extérieur du centre pénitentiaire. Depuis ce soir-là, depuis le 17 novembre, il n'y a pas une nuit où j'ai pas fait le même cauchemar. Je rentre dans le centre pénitentiaire, une nouvelle fois. Et cette fois-ci, j'y reste pendant plusieurs années. Et le problème, c'est que quand j'y sors pas les 2 mains devant, mais les 2 pieds devant parce que j'ai été agressé la fois de trop. Et puis bon, bah, ensuite je me réveille. Je peux pas vous donner la suite. Mais il n'y a pas une nuit où j'ai pas fait ce rêve. Pas une seule. Il n'y a pas une journée qui passe
sans que je fasse pas une crise d'angoisse ou un moment de solitude, un moment où je vais me mettre à pleurer. C'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que ça a détruit en vous? Ça a détruit le jeune de 18 ans qui était en moi. Ça a détruit la jeunesse, ça a détruit l'envie de vivre. Vous savez, c'est cette joie de vivre que j'avais avant, même si on a l'impression que je l'ai tous les jours et que je garde le sourire et que je rigole et que j'ai de la bonne humeur, mais au fond, personne ne sait ce que je ressens là-dedans. Personne ne sait ce que je ressens là-dedans. Et encore moins ici. Et je vois sur les réseaux sociaux, dans les médias, les gens qui m'attaquent et qui me disent il devrait mourir, il devrait râler en prison. Oh, on parle d'un gosse de 16 ans qui a fait des conneries. On est sérieux là? On parle d'un gosse de 16 ans qui a fait des conneries. Enfin, je sais pas si c'est moi qui... Alors, bien évidemment, je suis pas forcément la personne la plus adaptée pour dire ça va, c'est pas grand-chose. Surtout que je ne dis pas ça va, c'est pas grand-chose. J'assume pleinement les conneries que j'ai faites et j'assumerai les conséquences jusqu'au bout. Par contre, je ne suis pas un meurtrier. J'avais 16 ans. Merde, quoi. Merde. J'avais 16 balais, j'en ai 18 aujourd'hui, et les messages que je vois, c'est des messages où on appelle à me tuer, des messages où on appelle à faire en sorte... un message récemment, que j'ai vu sur Twitter notamment, où on me dit, le jour où je te vois, je t'attrape par les pieds, je te coupe les orteils un par un. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Vous imaginez la violence et la haine? Moi, je me dis, mais ces personnes-là, elles se trompent de combat. Elles ont l'impression, parce que les médias le mettent en avant, que j'ai volé des milliers et des milliers, voire des millions, voire des milliards d'euros. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun préjudice financier fixe que la justice a mis en avant. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucun préjudice financier, il n'y a aucune somme d'argent qui a été dérobée. La seule chose qui a fait que j'ai fait toutes ces conneries, c'est déjà l'innocence. J'étais convaincu que c'était pas un problème. Je vous ai dit, jusqu'au 18 février 2025, pour moi, ce que j'avais fait, c'était OK. Je savais même pas que c'était grave ce que j'avais fait. Enfin, je vais pas épiloguer 40 ans là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je demande pas aux gens de passer à autre chose, je demande pas aux gens de m'excuser. Je leur demande juste de me comprendre. Et vous savez, personne, et pourtant j'ai cherché, aucun ancien détenu, aucune personne qui est encore présumée innocente, qui a été libérée, parce que si j'ai été libéré, c'est aussi parce que la justice considère que, en effet, j'ai la possibilité d'être libéré, parce que elle sait que je ne vais pas reproduire ces faits, étant donné que ces faits, ça fait déjà plus d'1 an que je les ai pas reproduits. Alors, la seule chose que je dis, moi, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, sur votre chaîne YouTube et sur vos réseaux sociaux, je leur demande une seule et unique chose. S'il vous plaît, comprenez-moi. Ne me pardonnez pas, ne passez pas à autre chose. Il ne faut pas passer à autre chose. Parce que passer à autre chose, ça ne m'aidera pas. Je veux juste qu'on me comprenne. Et moi, j'en ai marre de sortir dans la rue et d'avoir des gens qui me disent « C'est pas toi le faux maire, c'est pas toi l'escroc. Ah mais j'espère que tu vas mourir, sale facho. » Moi, j'en ai marre de ça. Vous savez que quelques jours après mon incarcération, lorsque j'ai commencé à sortir, tellement que les choses étaient compliquées, j'ai dû embaucher un agent de sécurité. On en est arrivé là quand même. J'ai dû embaucher un agent de sécurité pendant plus de 2 semaines, qui m'a accompagné, qui m'a suivi pendant tous mes faits et gestes. Qui dormait même chez moi. On en est arrivé là en fait. C'est extrêmement grave. Et les gens ne comprennent pas ça. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de vos parents, de votre grand-mère? Écoutez, vous savez, ma grand-mère, quand je suis sorti, c'est l'une des premières personnes que j'ai appelées. Alors pas le soir même, parce que ma grand-mère est une personne qui se couche très tôt, mais le lendemain matin, directement, je l'ai appelée. Et quand je l'ai appelée, elle m'a demandé si la Suisse, c'était bien. Parce qu'en fait, c'est pas le genre de choses dont on va parler. Elle m'a dit, est-ce que ça s'est bien passé? T'as bien mangé? T'as bien dormi? Est-ce que là, maintenant, t'es revenu à Toulon? Je lui ai dit oui, mamie. Et on est passé à autre chose. Parce qu'avec ma grand-mère, c'est pas le genre de choses dont on parle.
Avec mon père, on en a un petit peu plus parlé en détail pour le coup. Et puis avec ma mère, on en parle de temps en temps aussi. Et puis elle a aussi vécu la détention de l'intérieur parce qu'elle est venue me rencontrer plusieurs fois au sein des parloirs familiaux. D'ailleurs, 3 fois par semaine, elle est venue me voir. Et si vous deviez résumer cette période en une seule phrase? Si je devais résumer cette période en une seule phrase, l'enfer sur Terre. Après tout ça, sur quoi, selon vous, les gens se trompent en vous imaginant, en vous jugeant? Les gens, déjà, avant de voir qui est dit, ils vont regarder qui est le candidat, qui a fait des conneries. Moi, ce que j'aimerais que les gens voient, politiquement parlant, c'est Eddy le candidat, et personnellement parlant, c'est Eddy. Et même pour le petit clin d'œil, Didi. C'est mon petit surnom dans la famille. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils puissent me découvrir. Vous savez, j'ai récemment accueilli l'un de vos confrères à Toulon, un média national, qui a passé 3 jours avec moi. Pendant ces 3 jours, ils étaient persuadés qu'ils allaient avoir des pépites où les gens allaient m'insulter, etc. On est allé sur les marchés, on a rencontré un jeune que je remercie et que je salue, qui s'appelle Mathis. Mathis, si tu regardes cette vidéo, et j'espère que tu vas la regarder, je sais que tu vas la regarder, vraiment encore un grand merci à toi, tu es vraiment un garçon extraordinaire. Mathis, je ne le connaissais pas. On l'a rencontré sur le marché de Toulon. Je l'ai vu au loin. Je l'ai vu rigoler parce qu'il y avait deux grosses caméras qui me suivaient avec un micro, une journaliste à côté, donc ça se voyait un petit peu quand même. Et Mathis est venu, était au loin avec un ami à lui, en train de rigoler. Je lui ai dit, les gars, venez, on discute. Je vois que ça vous intrigue. Donc on discute, etc. Je prends son numéro de téléphone. Le soir même, il vient. Je lui explique cette situation. La journée, je lui dis, ah bah c'est compliqué, hein. Vous avez vu, on peut pas lui faire confiance à Monsieur Gougitin. Il la regarde et lui fait, non mais attendez, il vient de vous expliquer qu'il a fait une connerie quand il était jeune. Vous avez jamais fait de connerie, vous? Il la remballe d'une façon, cet homme, je l'aime. On se connaît pas plus que ça, honnêtement. On s'est vu donc 2 fois. On a bu un verre ensemble. Après tout ça, hein, parce que je l'avais jamais vu avant. Là, on va se revoir prochainement à une réunion publique. Mais sinon, voilà, on se connaît pas plus que ça. Et c'est la preuve, Mathis, c'est la preuve vivante que les Toulonnais, les Toulonnaises, et notamment les jeunes, peuvent comprendre que l'erreur est humaine et que moi, j'en ai fait une grosse, mais que je reste humain. Et qu'à part tout ça, moi, j'ai eu plein d'engagements. Vous savez, je suis le premier candidat de France à avoir, pendant plus de 3 mois, tous les soirs, distribué des colis alimentaires au centre domicile fixe de ma ville. À travers une initiative citoyenne, bénévole. Je suis le premier candidat qui n'est pas élu, qui n'a pas de pouvoir politique, à avoir travaillé sur les questions de sécurité routière et être allé interpeller le président du département en lui disant « Hé, Jean-Louis », parce que pour le coup, il s'appelle Jean-Louis Masson, là, ici, il y a un problème avec ci, avec ça. Il faut réparer ça. Et ils l'ont fait, lorsque j'étais collégien. Je suis le premier candidat qui a créé une association de lutte contre les discriminations et qui a, grâce à des partenariats, ouvert des chambres d'hôtel aux femmes victimes de violences conjugales. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon programme, c'est pas juste un bout de papier sur lequel j'ai écrit des choses. C'est aujourd'hui quelque chose que je mets en avant et que je travaille. Et surtout, j'agis. Parce que c'est bien beau de parler, mais c'est mieux d'agir. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Mathis. Ce que représente Mathis. Bien sûr. Parce que Mathis lui-même, alors il est très sympa, hein, mais ma conjointe, je pense qu'elle serait pas contente. C'est les dizaines de Mathis que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu découvrir depuis ma désincarcération. Et si vous pouviez résumer en une phrase votre moteur profond, ce serait quoi? Je vais même en un mot, si vous le voulez bien. Les Toulonnais. C'est eux mon moteur. Quand on vous croise dans la rue, qu'est-ce que vous préférez qu'on vous dise? Monsieur le candidat, Monsieur Gougy, Eddy
ou Didi? Didi. Et alors pour le coup, vous rigolez, mais il y a beaucoup de monde qui m'appelle comme ça, parce que vraiment c'est un surnom que, enfin moi, quand je rencontre la petite mamie ou le petit papy sur le marché, je lui dis pas bonjour, je suis Monsieur Gougy Teddy, candidat aux élections. Non, je suis Didi, et c'est très bien. Non, mais les gens peuvent m'appeler Didi, peuvent m'appeler Eddie, mais surtout pas Monsieur Gougit. Alors c'est pas que j'aime pas mon nom, hein, j'adore mon nom, hein, mais enfin ça crée une distance. Et alors encore moins Monsieur le candidat. Je trouve que c'est vraiment c'est too much. Hein. Et après, il y en a qui aiment bien se faire appeler comme ça, mais enfin, c'est comme ceux qui se font appeler Monsieur le Président parce qu'ils sont présidents d'un parti politique ou d'une association. Alors voilà, on va faire un bond dans le temps. On est en mars 2026. Vous êtes élu. Quelles seront les 3 premières propositions que vous mettrez en œuvre dès le premier jour? Donc le 23 mars. C'est ça. C'est compliqué cette question. Hein. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous, on a 100 premières propositions. Ça fait 100 jours. Exactement. Les 100 premiers jours, 100 propositions qu'on va mettre en place. Donc les 3 premiers jours, il y a du boulot déjà. Il y a du boulot tous les jours. Et alors en soi, il y a des propositions qui vont prendre plus de jours que d'autres. Et dans ces propositions, les premières sont les suivantes. Il y en a une qui est ultra importante pour nous parce que Toulon est une ville sportive. Et à Toulon, on aime nos clubs. Hein, tous les clubs. Et il y a un club que malheureusement on a perdu d'un sport qui était à l'époque un grand sport à Toulon, le foot. On a perdu notre Sporting Club toulonnais. Et Toulon mérite un grand sporting, un vrai sporting. Attention, qui s'y frotte s'y pique. Exactement. Et factuellement, on ne peut pas abandonner notre sporting comme on l'a fait. Alors oui, Toulon est une ville où le RCT prend énormément de place. Parce que voilà, le RCT c'est un peu... c'est quelque chose qui a pris de la place avec le temps, et puis le RCT c'est même une équipe qui est soutenue en dehors de Toulon. Mais le Sporting Club toulonnais, le Sporting de Toulon, a tout autant sa place que le RCT. Et comme d'ailleurs les Rebelles et toute autre équipe qui aujourd'hui est à Toulon et qui représente notre ville et les couleurs toulonnaises. Alors. D'ailleurs, vous étiez où cet après-midi? Eh bien, cet après-midi, j'étais comme, je pense, 50% des Français au moins, au Stade Mayol. J'ai pu voir l'énorme raclée qu'on a foutu encore une fois ce dimanche. Alors, c'était très sympathique. Avant d'arriver chez vous, il fallait absolument que j'aille voir le match. J'ai fini et je suis venu en courant vous voir. Mais c'était vraiment très sympa et on a encore une fois gagné. Je crois qu'on a fait 27-25. Et pour vous dire, j'aime beaucoup le rugby. C'était juste. Et puis j'aime aussi beaucoup pour le coup. Alors le football un petit peu moins, mais j'aime beaucoup le futsal. Je vais souvent voir Toulon Elite Futsal quand ils sont en match. Maintenant, bien évidemment, le football, j'y vais de temps en temps pour soutenir notre équipe. Mais malheureusement, ces derniers temps, notre équipe meurt. Et ça, c'est aussi à cause de la municipalité en place qui a clairement abandonné le Sporting Club de Toulon. Et donc, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est aller à la rencontre, non pas des responsables du Sporting Club Toulonnais, mais bien des adhérents du Sporting Club Toulonnais, et des Toulonnais pour leur demander « Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez un grand sporting ? Ok, on va aller rechercher de nouvelles personnes qui vont pouvoir soutenir et porter notre Sporting Club Toulonnais au plus haut possible. » Deuxième chose qu'on fait dès le premier jour à Toulon, ça c'est ultra important, c'est faire en sorte que la police municipale et la police nationale travaillent ensemble. Dès la première minute où je rentrerai en mairie, je veux que la police nationale et la police municipale travaillent ensemble pour de vrai. Vous savez, récemment, j'ai déposé plainte pour une petite problématique qui est la mienne. Alors récemment, ça fait quand même 1 an. Et la police nationale m'a dit, alors écoutez, là nous on peut pas avoir les vidéos, les caméras, il faut qu'on appelle la police municipale pour leur demander. Moi je trouve ça ridicule, c'est pas possible. La police nationale ne peut pas attendre que la police municipale lui donne les caméras. Et la police municipale ne peut pas attendre que la police nationale arrive pour intervenir sur certaines choses. Il faut que les deux puissent intervenir, alors dans le cadre que la loi leur réserve bien évidemment, mais puissent intervenir et puissent protéger nos concitoyens. Et ça, dès le premier jour on va y travailler. Et enfin, troisième chose qu'on va pouvoir mettre en place dès le premier jour, c'est la question des transports. C'est aller voir la métropole TPM, aller voir le président de la métropole TPM qui va être réélu pour le coup, quelques mois après il me semble. J'ai plus la date exacte des élections métropolitaines, mais c'est quelques temps après, pour lui rappeler que Toulon veut une offre de bus qui soit capable de respecter ce que les Toulonnais veulent. Vous savez, récemment, on a adhéré à la RATP.
Alors moi, je comprends pas ce qu'une agence parisienne vient faire à Toulon sur la Côte d'Azur. Surtout que la RATP, ils sont pas connus pour être à l'heure, quoi. Donc moi, la question que je pose à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, je sais pas trop qui a pris cette décision chez TPM, mais c'est... Quelle merde vous avez foutu, les gars? Pourquoi vous avez dit à la RATP de venir et de récupérer ça? On avait un réseau Mistral qui était incroyable. Alors en effet, il y avait certaines problématiques de temps en temps, mais comme de partout. La RATP, aujourd'hui, c'est des retards. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs il y a pas longtemps, parce que moi, je prends énormément les transports en commun. À Toulon, je considère qu'avoir une voiture, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, pour moi, pour les trajets que je fais. D'ailleurs, je suis venu vous voir en bateau-bus. Factuellement, il faut se dire une chose, c'est que lorsque je prends les bus, énormément de conducteurs me reconnaissent et donc on discute. Et un jour, je discute avec alors il s'appelait Yanis, ce conducteur, que je vois souvent sur la ligne 3, parce que c'est la ligne qui m'emmène du centre-ville de Toulon, là où j'habite, jusqu'à chez mes grands-parents, au quai de chemin des routes. Et donc, quand je vais voir ma grand-mère, je vois souvent Yanis, et donc je parle un petit peu avec lui, et un jour, il m'explique que ça fait déjà plus de 3-4 mois qu'ils attendent une commande de nouveaux bus. Alors que récemment, on apprend dans les médias et sur les réseaux sociaux que les bus toulonnais du réseau Mistral, on les retrouve au Cambodge, on les retrouve en Asie, je ne sais trop où, parce qu'ils ont été vendus. Vous vendez des bus, alors peut-être qu'ils sont défectueux et qu'en effet, ils marchent beaucoup moins bien que les nouveaux, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas reçu les nouveaux, que vous jetez déjà les anciens? Alors, l'une des premières choses, encore une fois, c'est ça, c'est aller voir le président de la métropole, qui sera en place. En l'occurrence, là, à ce moment-là, ce sera le maire de hier. Est-ce qu'il sera réélu ou non? On verra bien. À mon avis, non. Mais ça, c'est autre chose. Allez voir Monsieur Gérant, en lui disant, écoutez, Monsieur Gérant, là, vous faites n'importe quoi. Il faut arrêter. Le réseau Mistral, c'est le réseau Mistral. C'est à Toulon. C'est dans la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. C'est pas les Parisiens qui vont arriver, qui vont décider comment ça se passe chez nous. Une dernière phrase pour convaincre vos électeurs. Une dernière phrase pour convaincre mes électeurs? Je suis pas là pour les convaincre, moi. Je suis pas là pour convaincre des gens, pour leur dire il faut voter pour moi, sans moi, on va pas y arriver. Non. Parce que dans le Cap sur Toulon, c'est pas ça. Cap sur Toulon, c'est nous. C'est pas moi, c'est nous. Premièrement. Deuxièmement, s'il y a une seule chose à dire, c'est que vous soyez d'accord ou non avec nos idées, venez à notre rencontre, discutons et trouvons des solutions ensemble. Parce que l'objectif, il est là. C'est de travailler ensemble pour un avenir meilleur pour Toulon. Merci Eddy. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour être informé.